Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive, bienvenue dans cette vidéo. On va parler ensemble de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 novembre. Je sors cette vidéo un petit peu tardivement, voilà, j'ai eu quelques contretemps liés à des virus, à des problématiques automnales. Mais voilà, on va faire un petit tour d'horizon et de la pleine lune et des aspects qui vont se passer quelques jours après cette pleine lune. Je vais vous faire défiler la carte à l'écran pour qu'on voit un petit peu l'ambiance pour en somme les 15 prochains jours. Donc là, vous avez à l'écran la carte du ciel pour la pleine lune. Donc on voit en haut qu'elle se passe à 10h16, ça c'est l'heure de Paris, c'est pas l'heure universelle, et qu'elle active l'axe Sagittaire Gémeaux. Donc on a un soleil en Sagittaire avec toujours la conjonction à Mars. Je vous en avais parlé il y a 15 jours en vous parlant de cette puissante conjonction qui allait durer jusqu'au solstice d'hiver. Et puis en face on a une lune à 4 degrés des Gémeaux. Alors, bien que nous ayons toujours la conjonction Soleil-Mars, il est à noter que d'un point de vue astrologique, elle est moins virulente. Parce que le Scorpion, Mars pardon, était en domicile dans le Scorpion. Il y avait une affinité, on va dire, symbolique entre le signe du Scorpion, qui est représenté, comme vous le voyez ici, par presque un dard piquant. Il y aurait d'autres sens sur cette flèche, mais on pourrait y voir le dard du Scorpion. Et puis, on peut reconnaître aussi quelque part la flèche de Mars. Il y a une affinité de combat, d'ambition, pourquoi pas même de violence, mais aussi de stratégie entre Mars et le Scorpion. Donc, en somme, tant qu'on avait la conjonction Soleil-Mars en Scorpion, elle était extrêmement agissante et possiblement dans son côté éruptif et virulent. C'est pourquoi je vous ai beaucoup parlé la dernière fois du fait d'apprendre à canaliser Mars. Ici, on est presque à mi-chemin de cette conjonction, donc c'est intéressant de faire un petit bilan en fait, de voir comment on a vécu cette énergie martienne. Est-ce qu'on l'a ressenti ou pas? Est-ce qu'on a pu voir en soi des agacements ou des volontés d'avoir raison, des envies de se battre qui peuvent être positives, qui ne sont pas forcément négatives? Ici, une conjonction, c'est un aspect finalement neutre, on va dire. C'est un aspect simplement intense. On a beaucoup de Mars. C'est ça que ça nous disait et que ça nous dit encore un petit peu. Donc, c'est ni bon ni mauvais. En tout cas, en astrologie psychologique actuelle, on ne connote pas, on donne pas une couleur aux planètes. Et je vous dis ça parce qu'avant, Mars était plutôt pas bon, plutôt négatif. Et quoi qu'il en soit, cette grande quantité de Mars nous demande d'apprendre à l'utiliser. On a une épée dans la main, qu'est-ce qu'on va en faire? C'était tout ce dont on a parlé la dernière fois, et ça reste des questions actuelles pour ce cycle, pour tout le passage du Soleil en Sagittaire. Ce qu'on voit ici, ce qu'on voit ici tout d'abord, je vais commencer par le début, c'est que le Soleil ainsi que Mars donc ont quitté le Scorpion, sont arrivés dans le signe du Sagittaire, et donc cette pleine lune se passe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est un axe de signes dits mutables. Alors les signes mutables sont les signes de fin de saison, ce sont ceux qui amènent une mutation dans l'énergie saisonnière, c'est-à-dire que là, pardon, excusez-moi, pendant la période Sagittaire, nous sommes finalement dans le pont qui va nous emmener gentiment de l'automne à l'énergie d'hiver, de telle sorte que quand on arrive au solstice d'hiver, on est dans l'hiver. On a froid. On a déjà froid si vous êtes dans l'hémisphère nord, ou alors vous aurez très chaud si vous êtes dans l'hémisphère sud. Mais quoi qu'il en soit, quand on arrive au solstice, on est déjà à un paroxysme, on est à un maximum. Donc, là déjà d'un point de vue saisonnier, on est sur ce moment de mutation qui nous prépare à rentrer dans l'hiver. Le Sagittaire, c'est un signe vraiment intéressant dans le sens où il fait
il fait un lien avec le signe du Scorpion. Le Scorpion nous a confrontés à l'ombre, que ce soit une ombre extérieure. Alors, tout ça marche très très bien pour l'hémisphère nord, je vous en ai déjà parlé. L'astrologie tropicale qu'on utilise ici, c'est une astrologie à la base méditerranéenne, plutôt européenne. C'est pour ça que son symbolisme marche très très bien avec si on habite encore dans ces endroits du monde. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant à utiliser dans l'hémisphère sud, mais forcément il y a un décalage et chaque pays du monde a ses propres astrologies avec ses symboles, enfin chaque pays, chaque région du monde. Donc voilà, c'est intéressant parce que il n'y a pas une astrologie qui, quelque part, marcherait symboliquement partout, et ça, c'est intéressant. En tout cas, dans la logique de base de notre outil astrologique, c'est une astrologie d'hémisphère nord, et ça signifie que la période Scorpion nous a confrontés à l'ombre, hein, on a descendu comme ça progressivement. Moi j'aime bien le voir comme un escalier. Quand on arrive finalement à l'équinoxe d'automne, on commence l'escalier et on va descendre, jusqu'à arriver au solstice d'hiver. Quand on est dans les signes fixes comme le Scorpion était un signe fixe, ça veut dire qu'on est au cœur de la saison. Donc Scorpion égale cœur de l'automne. Et puis Sagittaire, ça signifie que là déjà on se décale et déjà on commence à voir l'hiver arriver. Et le Sagittaire est intéressant parce qu'il continue à nous confronter à l'ombre du Scorpion, peut-être même encore plus finalement si on y réfléchit. Si on prend la lumière solaire, c'est toujours plus faible, hein. Il fait jour toujours plus tard le matin et nuit toujours plus tôt le soir. Mais le Sagittaire, lui, il va avoir une stratégie, il va mettre en place une stratégie pour gérer cette problématique du manque de lumière et de l'ombre. Autant le Sagittaire, le Scorpion, pardon, lui, il confrontait l'ombre directement. C'était sa stratégie même que d'observer l'ombre, donc c'est très intéressant. Le Sagittaire, lui, il va se dire, bon là, je vais pas pouvoir aller plus loin dans cette ombre, je vais éclairer cette ombre. Et donc, comment le Sagittaire il s'y prend pour éclairer cette ombre? C'est assez intéressant. Du point de vue, on va dire, extérieur, ça ne vous a pas échappé que chaque année, c'est Noël, c'est la préparation de Noël, ce sont les décorations, ce sont les luminaires, les lumières dans les villes, etc. C'est une représentation extérieure de quelque chose de plus profond, je dirais, de plus intérieur pour le signe du Sagittaire, qui est de retrouver une forme de lumière intérieure. C'est-à-dire que plus on est confronté à une forme d'ombre, plus on va devoir la compenser par une lumière intérieure, et ça, c'est le travail sagittérien. Donc, bonne nouvelle pour nous, quelque part, du fait que le soleil passe en Sagittaire, ça signifie un petit peu qu'on sort de cette longue période qu'on a eue de 2 mois, qui était lié à la purification, à la transformation. Vous vous souvenez qu'on a eu 2 éclipses, on a eu le passage du soleil en Scorpion, c'était quand même assez, voilà, on a pas mal travaillé. Et là, soleil en Sagittaire, ça nous dit, ok, c'est bien, t'as bien avancé, maintenant comment tu peux mettre de la lumière, comment tu peux éclairer tout ça. Alors le Sagittaire, quelque part, et encore une fois, il a plusieurs astuces pour trouver cette lumière, et quelque part c'est plusieurs propositions. Je dirais que c'est un signe, sa planète maîtresse est Jupiter. Jupiter, c'est une planète de philosophie, c'est une planète de guidance, et Jupiter est, avec Neptune, la planète du spirituel. C'est-à-dire que si vous prenez la flèche du Sagittaire, eh bien il y a une notion ici de chercher une réponse dans une forme d'élévation, dans une forme le Sagittaire, quelque part, pour mettre de la lumière, il va chercher à se sentir lié à la vie, lié à l'intelligence de vie, et sentir que tout ça, ça a un sens, et que même s'il y a des choses difficiles, ça n'arrive pas par hasard, parce que quelque part, on est aimé, on est protégé, on baigne dans une abondance d'amour universel. Ça serait des idées générales jupitériennes. C'est pas parce qu'on est Sagittaire qu'on a forcément cette représentation du monde, mais du point de vue purement symbolique, c'est ça. Donc le mois du Sagittaire, ça peut être une invitation à retrouver cette élévation et cette connexion-là qui dit non, je suis pas tout seul, je suis pas perdu, ce n'est pas absurde ce que je vis. Je suis dans un tout signifiant, bienveillant, positif pour moi,
Et donc je peux faire confiance en la vie, je peux m'élancer dans la vie parce que j'ai confiance. Et vous savez que le Sagittaire, il est souvent lié à la notion de quête, d'exploration, d'aventure, mais finalement tout ça est sous-tendu par la capacité du Sagittaire à faire confiance. Le Sagittaire est capable de se lancer dans sa quête, de faire des grands sauts dans le vide, un peu comme le Bélier, là-dessus ils vont se ressembler, ils se lancent, ils y vont, et il y a un côté un peu fou dans ces signes de feu, mais pour le Sagittaire, c'est parce qu'il se dit qu'il y a un filet de sécurité, que la vie est là, et que ça se passera bien. Globalement, ça se passera bien. Donc, pourquoi tout ça, ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que on va tous travailler l'énergie sagittarienne hein, pour ce mois. Et donc, c'est vraiment une invitation à retrouver cette confiance, et pas une confiance en soi, je trouve que c'est vraiment une confiance en la vie. Une confiance en ce qui fait du sens, en ce qui est signifiant. Voilà. Après, l'énergie sagittaire, comme je vous le disais, il y a plusieurs stratégies, et ça c'est celle que je viens de vous dire, c'est la plus importante, retrouver une forme d'élévation, de connexion, le mot connexion me semble très important pour le Sagittaire. Après, il y a d'autres techniques sagittariennes qui sont pas forcément spirituelles, mais qui sont mettre de la lumière, ça peut être faire des choses qui nous enthousiasment, qui nous rendent joyeux, heureux. Et en ce sens, le Sagittaire peut aussi se rapprocher de son compagnon, de son cousin, on va dire, le signe du Lion, qui est un signe qui va être très créatif, très chaleureux, qui va aimer ce qui est luxueux, qui va aimer ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui en met plein les yeux. Ça aussi, c'est une dimension qui peut être présente dans le Sagittaire. Donc, par exemple, voir les choses en grand, ça c'est aussi une dynamique sagittarienne. Et donc, mettre de la lumière, des fois, c'est vraiment sentir qu'on est dans une forme d'abondance, de joie, de plein, et que notre vie est enthousiasmante. Donc ça nous demande de trouver ça. Et je lisais un article d'une collègue astrologue, enfin c'est Danielle Clermont qui l'a cité, je ne sais pas si c'est elle qui l'a écrit, mais elle disait que c'était très intéressant, l'article disait que ces dernières années, en fait, on sait vraiment, l'énergie sagittarienne, elle est abîmée. On a eu un nœud sud en Sagittaire notamment, et ça nous exprime le fait que si le Sagittaire parle du plein, de l'abondance, de ce qui nous met en joie, ça fait quelques années qu'on nous dit non, tu vas pas pouvoir croître comme ça démesurément, tu vas pas pouvoir toujours t'enthousiasmer parce que tu vois bien qu'il y a des choses qui vont pas et que cette croissance est délétère. C'est la face sombre de Jupiter. Et cet article disait que c'était très intéressant parce que ça nous obligeait à re-questionner le rapport à l'abondance. Qu'est-ce que c'est que ce plein? Qu'est-ce que c'est que cette vie enthousiasmante, pleine et lumineuse? Et que ça peut être complètement déconnecté de valeurs matérielles. Ça peut être passer du temps avec des personnes importantes pour nous, préparer des cadeaux de Noël soi-même, des cadeaux qu'on n'aura pas achetés, qu'on aura peut-être cuisiné, fabriqué, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que le Sagittaire est un signe qui peut être matérialiste, comme je vous le disais, il aime tout ce qui est... C'est un signe de feu, il aime tout ce qui est grand, mais on peut complètement le déconnecter de cette partie-là plus matérielle. Et ça, c'est vraiment une réflexion intéressante. Donc en somme, notre job avec le soleil en Sagittaire, c'est de refaire notre plein de lumière après cette traversée des éclipses et du soleil Scorpion. Voilà. On a toujours Mars qui est collé au soleil, donc on est toujours dans cette question d'initiative, cette question de motivation, de passage à l'action, de se lancer pour faire quelque chose, de prendre des risques. Je dirais que le Mars en Sagittaire rajoute la notion d'espérance et d'action pour le futur, de faire quelque chose, un pas dans notre quête, un pas pour aller plus loin dans une quête quelle qu'elle soit. Donc voilà, il a moins ce côté, je dirais, combatif et guerrier, il a plus un côté waouh, c'est génial, j'y vais, je suis en train de construire quelque chose qui vraiment m'enthousiasme et donc j'y vais. Ça, c'est toute la partie Sagittaire.
Maintenant, en face, pour cette lunaison, on a une lune en Gémeaux. On en a déjà parlé, mais actuellement, on commence toujours les passages, l'entrée du soleil en signe par une pleine lune. Donc hop, d'entrée de jeu, pouf, on équilibre, on a tout de suite le contrepoint, puisque les pleines lunes sont des moments de miroir, où on nous demande quelque part d'équilibrer l'excès possible du soleil dans le signe qu'il traverse. Alors, Sagittaire, Gémeaux, ils se ressemblent. Ils ont des points communs. Ce sont deux signes curieux qui s'étalent, qui s'étendent, qui ont envie de beaucoup. Et pour le Gémeaux, ça serait plutôt beaucoup d'expérience, beaucoup de communication, beaucoup de compréhension, beaucoup de lecture, beaucoup de découvertes. Hein, ça serait des choses comme ça. Ici je glisse un petit mot là-dessus, mais pour moi les signes mutables, donc on a 4 signes mutables, Gémeaux, Sagittaire, Vierge et Poisson, sont des signes liés à la connaissance, sont des signes liés à notre manière de comprendre le monde. C'est plutôt des signes soit intellectuels, soit intuitifs, et donc cette pleine lune elle travaille là-dessus. En somme, elle travaille sur la manière dont on donne du sens aux expériences qu'on vit, sur la manière dont on donne de la lumière à notre vie, hein, tout ce que j'ai expliqué juste avant. Alors, le Gémeaux, il fait un contrepoint ici, et il semble dire que il nous propose, en tout cas pour cette pleine lune, de faire un plein d'expériences et de nous ouvrir à des choses différentes, des choses dont on n'a pas l'habitude, inconnues, qu'on ne connaît pas. Et tout ça, ça va nous permettre peut-être par la suite de prendre des décisions plus avisées et de mieux connaître nos goûts et de mieux savoir où est-ce qu'on veut aller en définitif. Alors je m'explique. Le Sagittaire, vous voyez, c'est une flèche, et il y a cette notion de cible. Quand vous avez une flèche, vous n'en avez qu'une, il faut la lancer dans la bonne direction. Donc le Sagittaire, c'est vraiment un signe de focus, il a une force de focalisation. La pleine lune en Gémeaux, en face, le Gémeaux, lui, a une force de, comment le dire, de dilatation dans l'espace et d'exploration. Et au contraire, vous voyez son glyphe, on n'a que des deux. On a 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales, et ça montre plutôt une diversité de points de vue et d'expérience. Et en fait, ici, ces pleines lunes chaque année sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, eh bien, elles nous parlent de nous ouvrir à des choses qu'on ne connaît pas, parce que le Sagittaire, quelque part, il a un but, mais des fois, il peut être un petit peu, comment dire, un petit peu dans ses idées. C'est pas forcément que c'est un signe étroit d'esprit, parce que des fois, ça peut arriver, mais pas forcément. Mais simplement, on a une représentation du monde et c'est clair et c'est comme ça. Et le Gémeaux, lui, eh bien, il a ce côté éternel étudiant, éternel curieux, et il va permettre d'ouvrir de nouvelles pistes de compréhension. Donc, dans nos vies à nous, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça nous dit, là, pendant cette phase de pleine lune, donc quelques jours avant, quelques jours après, est-ce que tu peux essayer? Et le mot essayer, il marche très très bien pour le Gémeaux. Les Gémeaux, est-ce que tu peux essayer sans tirer de conclusion? Est-ce que tu peux découvrir? Voilà, voir ce que ça donne, parce que tu verras que ça va te permettre après de tirer des conclusions plus fines. Tu sauras mieux finalement prendre des choix avisés parce que tu auras essayé différentes choses. Vous savez mieux ce que vous aimez. Voilà, pour savoir quel dessert vous aimez, il va vous falloir en goûter plusieurs pour les comparer. Ben, c'est un peu la même idée. Donc à vous de voir, hein, à vous de voir un petit peu ce qui se joue actuellement dans votre vie. Est-ce que le mot essayer, ça peut vous parler, sachant que, attention, ce sont des plages horaires, c'est mensuel, hein, la question de pleine lune, c'est sur la semaine, hein, donc c'est pas quelque chose de trop lent. Après, ce qu'on voit, ce qui est assez notable pour cette pleine lune, c'est cet aspect-là. On a ici un Saturne qui vient vraiment former un carré au soleil, à la lune, et qui vient colorer l'ambiance de pleine lune d'une énergie saturnienne. Alors, Saturne, c'est la planète du Capricorne, c'est le signe qui suit le Sagittaire, et en fait, les signes qui se suivent, ils sont
c'est pas qu'ils ne s'entendent pas, mais ils ont des buts vraiment très différents. Ils font des choses radicalement différentes. Et effectivement, peut-être on peut le pressentir, mais le Saturne, pardon, a une énergie un peu d'inhibition, de blocage, de frein, de lenteur. Et ça exprime un moment où on est peut-être amené à prendre du temps pour réfléchir, à prendre du temps pour justement s'intérioriser, pour retrouver cette lumière-là, la lumière du Sagittaire. Peut-être qu'on a besoin de temps, peut-être qu'on a besoin de silence, peut-être qu'on a besoin d'être en dehors du monde qui bouge, qui va trop vite. Peut-être qu'on a besoin aussi de faire un bilan sur des choses qui sapent notre lumière, pourquoi pas. Mais peut-être aussi ce qui peut se passer, c'est que pendant cette pleine lune, il y a un blocage ou un retard qui se manifeste et qui nous sape un petit peu notre enthousiasme. Hein. Peut-être qu'on se dit « Oh, j'en ai marre ». Donc à vous de voir si ça s'exprime, peut-être que pas, hein, il faudra voir. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie de Saturne qui est proposée ici nous demande d'accepter le temps, d'accepter une forme de patience et d'essayer de gagner en sagesse et en ancrage. Voilà. On a un carré Lune-Saturne qui exprime aussi, c'est une autre énergie, qui exprime un moment, alors somme toute court, hein, d'une semaine, mais qui nous propose une forme de maturité émotionnelle. Parce que la Lune, c'est quelque part nos besoins émotionnels, et Saturne dit « Ah, bah non, ça se passe pas exactement, il y a quelque chose qui bloque ou que tu n'as pas forcément comme tu voudrais », et c'est une invitation à se détacher de certaines choses, à être plus mature, à être plus responsable, à être plus sage en fait, hein, en définitif. Voilà, donc si on prend ces trois facteurs là qui sont quand même essentiels, le gros travail c'est l'énergie Sagittaire, trouver la lumière, quelle que soit la manière que vous utilisez. C'est vraiment important, allumer la lumière parce que voilà, vraiment on arrive dans la période la plus sombre de l'année. La lune Gémeaux dit, y a-t-il des choses que tu peux essayer? Est-ce que tu peux t'ouvrir à certaines choses? Est-ce que tu peux peut-être aussi t'amuser? Ça, j'en ai pas parlé, mais le Gémeaux a une énergie de jeu, de légèreté, de rire. Et ça peut être aussi intéressant parce que le Sagittaire, c'est la grande mission hein, quand même. Hein. Il faut trouver la lumière, c'est pas le petit job. Donc en face, l'énergie Gémeaux, elle amène quelque chose de plus léger. Et puis ce Saturne qui est là, qui nous enjoint au final à prendre du temps, à ralentir notre rythme, qui nous enjoint à peut-être avoir des temps de solitude, des temps de réflexion, mais aussi par rapport au blocage, aux frustrations, à passer un cap de maturité, un cap, un cap de croissance. Voilà, ça c'est pour la pleine lune. Maintenant je voulais vous parler d'un aspect un petit peu, un aspect intéressant qui est ici. Hop, si on part sur Vénus, nous avons une conjonction de Vénus au nœud sud assez précise hein, au moment de la pleine lune. Et Vénus nœud sud eh bien, peut représenter un moment, une fenêtre où il est question d'anciens, ça c'est le nœud sud, d'anciens schémas concernant Vénus, donc d'anciens schémas relationnels, d'anciens schémas affectifs, d'anciens schémas aussi liés pourquoi pas à l'argent ou au plaisir, toute la dimension vénusienne. Maintenant, je trouve ça intéressant, Vénus nœud sud exprime aussi des choses que l'on connaît bien, par exemple des goûts que l'on connaît, que l'on a, qui sont clairs pour nous, des orientations, des préférences que l'on a, qui sont claires, et en fait cette énergie-là, souvent, elle peut être très agréable parce que vous retrouvez des goûts qui vous correspondent, ou vous retrouvez aussi des personnes que peut-être vous aviez perdu de vue depuis un moment, ou qui... voilà, ou qui n'était plus présente, je ne sais pas, mais il peut y avoir ce côté-là dans Vénus nœud sud.
Alors on dit aussi que le nœud sud a une tendance à amplifier Vénus, donc il faut voir, on verra comment on le ressent, mais c'est un moment cette période peut être aussi de fait très vénusienne, et le nœud sud en astrologie plutôt, je dirais, plutôt indienne, il est réputé pour amplifier possiblement certaines problématiques vénusiennes, donc des problématiques de dépendance à l'autre, de dépendance au regard des autres, de besoin de plaire, etc. Ça peut être, pourquoi pas, des problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est que le nœud sud propose justement une forme de détachement. Donc à voir si vous le ressentez, si vous le vivez. C'est pas maintenant, je pense que c'est, voilà, je vais pas mettre de polarité, bien, mal. On va le prendre plutôt comme un moment où Vénus est forte. Voilà, Vénus est vraiment mise en lumière. Et qu'il y a un côté on retourne à la maison, c'est assez agréable, mais est-ce que ça nous emmènera vraiment là où on veut aller? Ça reste une question pertinente enfin, ça nous dit, peut-être un petit warning, voilà, peut-être un petit warning pour pas aller trop loin dans l'énergie de Vénus, qui pourrait peut-être nous perdre. Alors, je voulais vous présenter une dernière chose, et puis on finira la vidéo là-dessus. On va avancer un petit peu, et voilà, alors regardez justement sur cette Vénus, on peut noter ici plusieurs aspects. Là on est sur début décembre, 3 décembre, Vénus reçoit un carré à Pluton et une opposition à Jupiter. L'opposition Vénus-Jupiter va durer un bon petit moment. Alors, Vénus-Pluton, ça symbolise aussi la notion d'intensification vénusienne, de vouloir obtenir quelque chose sur un plan vénusien, donc vouloir obtenir de l'argent, du plaisir, de l'amour. En tout cas, Pluton souvent amplifie Vénus, et à terme, du point de vue évolutif, c'est comme ce que je vous disais juste avant, Pluton demande un détachement, demande un nettoyage, une purification. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette opposition, la Vénus-Jupiter, qui est un aspect traditionnellement associé aux dépenses ou au beaucoup, à une forme de prodigalité, de générosité. Et c'est vrai que, on l'a dit, Jupiter, c'est le maître du Sagittaire. Voilà, là, entre un soleil Sagittaire, un Mars Sagittaire, Vénus opposée Jupiter, voilà, on est sur des énergies un peu de pléthore, de plaisir, d'abondance, qui sont pas forcément négatives. À nous de voir si ça ne nous met pas dans l'embarras. Donc ça serait par exemple des problématiques de faire des grosses dépenses, et puis que c'est trop important pour nous, et du fait, l'avenir va être un peu compliqué. Avec Jupiter, il faut toujours un peu se poser la question, est-ce que mes choix ne me porteront pas préjudice à l'avenir, hein, c'est un peu ça. Alors regardez, hop, on avance. Alors on va le resituer. Le carré Vénus-Jupiter, il commence vraiment, on va dire, voilà, 1er 2 décembre. Et on avance. Vous voyez ici, ça dure un petit moment hein, quand même, oh là là. Ça dure pas mal. Vous voyez, 14 décembre, 15 décembre, on est toujours dedans. Voilà, et ça se termine vers le 17 décembre. Voilà. Autre aspect dont je voulais vous parler, qui se passe lui le 13 décembre, c'est le passage de Mercure rétrograde. Hop là, Mercure va passer rétrograde pour la fin de l'année. Voilà, c'est un Mercure dans le signe du Capricorne, donc qui amène une certaine profondeur aux réflexions, qui peut accroître justement un besoin de solitude, qui peut aussi, je dirais que Mercure Capricorne va vraiment détester tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui est un peu trop justement bling bling, tout ce qui est un peu trop superficiel. Le Mercure Capricorne ne va pas particulièrement apprécier ça, et la rétrogradation rajoute quelque part dans cette volonté de retour à soi et d'authenticité. Donc voilà, on démarre là-dessus. Alors c'est intéressant aussi parce que Mercure est la planète des liens sociaux, pas forcément des liens affectifs, mais plutôt quand on est ensemble et qu'on discute avec des personnes avec qui on n'est pas intégralement impliqué affectivement.
Et ici, on a une position vraiment d'introversion assez importante qui est assez contradictoire, je dirais, avec les énergies sagittaires qui, elles, veulent sortir, veulent exprimer des choses. Il y a une forme de distance ou de retenue qui peut être sous-jacente dans l'ambiance actuelle. Voilà, à voir un peu comment ça s'exprime. Je m'arrête là, je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. Je vous souhaite une très très belle entrée dans le signe du Sagittaire et puis je vous dis à tout vite, portez-vous bien.